Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Je suis les profs Chen et je vais vous aider à parcourir le marché du Bitcoin grâce à des données directement issues de sa blockchain. Comme d'habitude, nous allons observer le comportement psychologique de certains participants du marché du Bitcoin et aujourd'hui, notre analyse portera notamment sur la réaction des investisseurs à long terme quand le prix est repassé en dessous des 22 000 et est venu tester les 20 000 dollars la semaine dernière. En graphique bonus, ensuite de cette analyse, comme l'actualité est relativement volatile, je vous offrirai quelques graphiques supplémentaires qui couvriront l'action du prix qu'il y a eu entre le 14 et le 15 mars 2023, avec la hausse du Bitcoin vers les 26 000 dollars et son retour ensuite vers les 24 000 dollars. Commençons sans plus tarder par observer le cours du Bitcoin qui, suite à sa baisse vers les 20 000 dollars, a effectué un énorme rebond et a tenté de s'affranchir de la résistance des 24 000 dollars, ce qui n'a pas été le cas sur du long terme parce que nous voyons bien la petite bougie juste ici. Je vais me permettre de zoomer juste un instant. La petite bougie marteau inversé, on pourrait dire, je pense, qui nous montre bien que même si les 24 000 ont été franchis avec une série de short squeeze, notamment durant la fin de journée dernière, eh bien cela n'a pas été une confirmation durable et nous nous situons actuellement, à l'heure où j'enregistre cette émission, vers les 24-25 000 dollars, plutôt en dessous des 24 encore, donc nous sommes au niveau de cette résistance qui tient depuis bien longtemps, qui tient depuis qu'elle a été formée en août 2022. Du coup, nous avons pu effectuer un premier test en août 2022, un second test approximatif en janvier 2023, un réel test en février 2023, qui a ensuite amené à la baisse, et nous sommes actuellement en train d'effectuer une forme de quatrième test qui, pour l'instant, me semble être infructueux. Nous verrons bien ce que nous offrent les jours et les semaines à venir. Concernant la réaction des investisseurs face à la chute du prix. Je vais zoomer encore un petit peu ici pour vous donner légèrement de contexte. Ce qu'on a pu observer au fur et à mesure de la hausse du prix vers les 22, 23, plus 24 000 dollars, c'est que nous avions eu une prise de profit de la part des investisseurs à court terme. Je vous laisse consulter les analyses précédentes pour vous documenter sur le sujet. Et ce qui était intéressant à regarder, c'est qu'en fait, du coup, on savait qu'il y avait, qu'on était dans une phase de doute au niveau du marché du Bitcoin, qu'il y avait eu des prises de profit, et du coup, on se disait qu'il y avait un comportement de distribution qui pouvait nous emmener relativement bas. Ce qui s'est passé, ce que nous avons couvert du coup au fil des analyses précédentes, a donc été confirmé, et nous sommes revenus tester les 20 000 dollars. Qu'est-ce qui est intéressant au niveau des 20 000 dollars? On pourrait bien se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu un si joli niveau de support ici? Est-ce que c'est seulement dû à un niveau, un niveau des 20 000 dollars qui est symbolique au niveau de l'analyse technique? Eh bien, on va se rendre compte que pas du tout. Il y a quelque chose de bien plus intéressant et de bien plus sous-jacent à cette dynamique de marché actuelle. Et nous le voyons avec le premier graphique que vous voyez à votre écran, qui n'est autre que les divers coups de base qui sont présents sur le marché des crypto-monnaies avec différents types de corps d'investisseurs. Pour rappel, le coup de base, ce qu'on appelle le coup de base ou le prix réalisé, n'est autre que le prix d'un UTXO à son dernier mouvement. C'est donc considéré comme son prix d'acquisition, son prix d'achat, son coût de base. Il y a plusieurs synonymes pour cette dénomination. Ce qui nous intéresse ici, c'est la situation actuelle. On a un prix spot aux alentours des 24 800 dollars. Un prix réalisé à long terme, donc un prix d'acquisition des pièces qui sont âgées de plus de 155 jours, qui est aux alentours des 22 000 dollars. Un prix réalisé à court terme, donc pour les pièces qui ont été acquises durant les 150 derniers jours, donc des pièces qui sont relativement jeunes, qui est lui au niveau des 20 000 dollars, et le prix réalisé du marché, donc le prix d'acquisition moyen d'un Bitcoin sur le marché, qui est aux alentours des 19 700 dollars. Alors, il y a plusieurs dynamiques à observer grâce à ce graphique qui est extrêmement riche de sens, et je vous invite à observer notamment la courbe rouge, qui est donc le prix réalisé des investisseurs à court terme, le STH Realized Price. Donc nous avons un joli support ici, enfin bon, une jolie résistance ici, une jolie résistance ici, et maintenant ça agit en tant que support. Ce qu'on a pu observer, c'est que le coût de base moyen des détenteurs à court terme, il a servi de résistance au prix spot tout au long du marché baissier de 2022. Et que depuis début 2023 et son premier franchissement initial en janvier 2023, eh bien nous avons un niveau de support on-chain qui semble servir du coup de support et qui du coup favorise un biais haussier. Et ça se voit, hein, clairement là on a testé
à la fois le prix réalisé et à la fois le prix réalisé des STH, et ça nous a donné un support extrêmement puissant. Je vais dézoomer un peu pour vous montrer à quel point cette courbe rouge, le prix réalisé des investisseurs à court terme, elle peut avoir un niveau d'information qui est juste démentiel en réalité, parce qu'elle sert vraiment très bien de support durant les marchés baissiers. On peut le voir ici avant le crack de décembre 2018. Et ensuite, une fois qu'on s'en est affranchi ici, ça a vraiment confirmé le fait que nous étions en tendance haussière. Et d'ailleurs, on peut observer à plusieurs reprises que le prix réalisé à court terme a ensuite servi de support à la tendance, notamment ici en septembre 2020. Et ensuite, après être passé légèrement en dessous en effet, il a permis au deuxième rebond technique de l'année 2021 en septembre de repartir. Et ensuite, bah évidemment, ce qui nous intéresse, nous, c'est plus ce qui s'est passé sur la dernière année. Et au fur et à mesure du marché baissier, évidemment, on a eu une résistance ici. Évidemment, on a eu une résistance ici. Pourquoi est-ce qu'on a eu des résistances ? C'est très simple, c'est qu'en fait, durant les marchés baissiers, les investisseurs à court terme, dès qu'ils ont l'occasion de pouvoir prendre de légers profits ou de limiter le risque, ils prennent cette occasion. Et en gros, les résistances du prix réalisé des STH durant les marchés baissiers, en fait, c'est des portes de sortie de liquidité. Littéralement, des portes de sortie de liquidité. Et donc là, les investisseurs à court terme, dès qu'ils sortent un petit peu la tête de l'eau, ils en profitent pour limiter la casse et vendre leur BTC avec un léger profit ou du moins en minimisant la perte, ce qui fait que ça induit une pression de vente suffisamment importante pour qu'elle ne soit pas compensée par une demande, et donc ça amène à des chutes du prix qui sont quand même, on le voit par la suite, assez importantes en fait. Tant que ce niveau n'est pas franchi, eh bien on ne peut pas penser qu'on est en train de retourner vers un marché haussier. Et même quand ce niveau est franchi, comme ce qu'on a vu en janvier, eh bien il faut le tester. Et nous avons eu le premier test depuis l'année 2023 et depuis tout le cycle baissier qui était en cours depuis la fin 2021, nous avons eu le premier test réussi en tant que support du prix réalisé des investisseurs à court terme. C'est une construction de marché qui est extrêmement saine, ça augure potentiellement une hausse à court terme et idéalement à long terme, mais nous allons le voir, les investisseurs à long terme sont dans une condition qui est encore mitigée. Là actuellement, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, le prix est repassé au-dessus des 26 000 et il est repassé ensuite en dessous des 24 000, mais en majorité, dans la globalité, les trois résistances on-chain ont été franchies. Donc la majorité des détenteurs de Bitcoin sur la chaîne sont en profit latent, parce que du coup, le prix des investisseurs à long terme, il est au niveau des 22 000 et le prix situé au niveau des 24 000. Du coup, les investisseurs à long terme sont quand même légèrement la tête sortie de l'eau. Mais ce qui va nous intéresser pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est la réaction qu'ils ont eue durant la baisse qui nous a amené vers les 20 000. Et pour observer la réaction des investisseurs à long terme, rien de mieux que d'observer les volumes qu'ils transfèrent vers les exchanges. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré les volumes de Bitcoin âgés de plus de 155 jours qui ont été transférés des portefeuilles souverains, donc des portefeuilles en autogarde qui sont gardés en dehors des exchanges. Et du coup, j'ai mesuré à quel point il y avait des volumes en profit du coup en vert et en perte du coup en rouge qui étaient envoyés vers les exchanges depuis les portefeuilles de ces investisseurs à long terme. Le graphique que vous voyez juste en dessous, pour vous le dire maintenant comme ça ce sera fait, c'est une mesure de la dominance en fait du désir de profit ou du désir de perte. Donc on fait juste une dominance simple entre ces deux données, la donnée verte et la donnée rouge, donc les flux entrants en profit et les flux entrants en perte de la part des LTH qui vont vers les exchanges. Et du coup, ça nous donne un graphique assez intéressant où on est capable d'observer que quand la dominance est inférieure à 50, à 0,5, eh bien c'est que la prise de perte la prise de profit est favorisée. Quand on a une dominance qui est au-dessus de 0,5, donc c'est la prise de perte, le désir de vente qui est favorisé. Et une fois qu'on dépasse une dominance de 0,75, qui nous donne le graphique en rouge foncé ici, là, eh bien ça veut dire qu'on est en mode de prise de perte extrême du côté des investisseurs à long terme. Alors ce graphique, il est hyper intéressant pour plusieurs raisons. Ce qu'on peut voir la semaine passée, c'est que lorsque le prix du Bitcoin est repassé en dessous des 22 000 $ pour aller tester les 20 000, eh bien, il s'est manifesté un désir de vente des investisseurs à long terme. Et un désir de vente quand même relativement prononcé. Parce que même s'il a ralenti en ce moment et qu'on voit qu'on n'est plus en zone de prise de perte extrême, on l'a été. Et on l'a été parce qu'en fait, il y avait des bitcoins qui étaient envoyés vers les exchanges en perte qui étaient à peu près aux alentours des 400 $.
jusqu'en début mars. Et en fait, dès le 7 mars, eh bien, on avait quasiment 1600, entre 1600 et 1800 bitcoins qui étaient envoyés. Donc on a quadruplé le volume de bitcoin envoyé en perte vers les exchanges en quelques jours et on est arrivé jusqu'à un pic de quasiment 1800, 1900 bitcoins envoyés par jour en perte sur les exchanges de la part des investisseurs à long terme. Donc clairement, la conviction de ces détenteurs à long terme, elle a été ébranlée quand le prix est repassé en dessous des 22 000 $ et de leur prix réalisé. On a eu d'énormes volumes on-chain de prises de perte qui ont été envoyés vers les exchanges. On est passé en prise de perte extrême au niveau de la dominance des volumes qui sont en profit et en perte. Et clairement, actuellement, c'est en train de s'améliorer. Ce qui est un constat relativement sain. Je note rapidement le fait que la conviction de ces investisseurs à long terme, elle a aussi pu être ébranlée pour des raisons macroéconomiques, notamment les faillites des banques Silvergate, SVB, mais aussi Signature, qui sont en train d'augurer un risque systémique de contagion sur le système bancaire. Bon, c'est quelque chose qui peut être très impressionnant, qui peut faire peur, notamment vu du contexte, du contexte global, en fait. Simplement, on a une inflation, on est en récession, il y a encore une guerre cinétique qui est en cours en Ukraine et qui oppose la Russie et les États-Unis. Bref, il se passe pas mal de choses et ces informations peuvent aussi faire fluctuer le cours du Bitcoin, évidemment. Donc nous voyons bien ici qu'il y a eu un désir de vendre de Bitcoin à perte, un désir de prise de perte d'une partie en tout cas, je dirais pas de la majorité, même si c'est un mouvement qui est coordonné, je pense pas que ce soit la majorité, mais on a un mouvement coordonné de prise de perte qui est arrivé à un niveau extrême, au niveau des 20 000 $ de la base des investisseurs à long terme. Et ça peut se voir notamment par le LTH SOPR. Petit rappel rapide, un SOPR, ça veut dire Spent Output Profit Ratio, et en gros c'est simplement le ratio de rentabilité des dépenses d'un certain âge, hein. Pour le coup là on est orienté vers les longs termes, du coup c'est des dépenses qui seront âgées de plus de 155 jours, mais un SOPR ça se lit très très simplement. En gros, on a un SOPR qui est supérieur à 1, ça veut dire que le prix de vente est supérieur au coût d'achat et que donc il y a une prise de profit. Si le SOPR est inférieur à 1, ça veut dire que notre prix de vente est supérieur au coût d'achat, pardon, et donc on a une prise de perte. Et si le SOPR est aux alentours de 1, c'est neutre, ça veut dire qu'on est à peu près en train de vendre au prix auquel on a acheté. Du coup, on n'a pas vraiment de perte ou de profit qui soit réalisé en soi. Alors, le long term SOPR, il fournit une information extrêmement importante actuellement pour plusieurs raisons. D'abord, il peut nous donner une idée de la prise de perte en cours sur le marché. Donc on a un SOPR qui oscille en gros entre 1 et 0,80, voilà, donc on est dans une prise de perte qui est aux alentours de 0 à moins 20%, je vais me permettre de corriger ceci plus tard, nous sommes dans une perte qui est entre 0 et moins 20%, et il y a très très peu de détenteurs à long terme qui sont en train de prendre des bénéfices actuellement, hein, ça se voit visiblement, hein, comparément à ce qu'on a pu voir du coup en avril 2022 où on avait un SOPR qui pouvait être à 1,52, donc on avait une prise de profit qui était à 50 voire 100%, et bien depuis on est arrivé dans les tréfonds du marché baissier et c'est exactement dans cette zone que les investisseurs à long terme ont le plus de difficultés à tenir leur position, et même s'ils ont une énorme conviction et qu'ils ont un comportement de conservation, un comportement de holding très 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 fort et qui sont là pour beaucoup d'années, eh bien il y en a quand même qui cèdent à la pression de vente, à la pression du marché et qui réalisent des pertes qui peuvent aller jusqu'à, on peut le voir là dans le plus profond ici, on était quasiment à moins 50% de pertes, donc c'est quand même quelque chose de relativement conséquent. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous sommes dans une phase de transition où le LTH SOPR est en train de reprendre une tendance haussière, donc que la rentabilité réalisée des investisseurs à long terme s'améliore. Elle était dans un terrain négatif qui allait jusqu'à moins 50%. Nous sommes actuellement au niveau des moins 10, moins 20%. C'est une amélioration nette, je vous l'accorde. Mais nous ne sommes toujours pas repassés de manière durable au-dessus du pivot de la zone neutre du LTH SOPR égale 1. Et ça nous montre bien qu'il y a très très peu d'investisseurs à long terme qui sont capables et qui ont envie en fait de réaliser des profits à de tels niveaux de prix, hein. Quand on voit que leur coût de base moyen il est à 22 000, est-ce que c'est vraiment intéressant pour un investisseur à long terme, et je souligne le long terme, de vendre un Bitcoin à 24 000 $ alors que s'il a confiance dans le Bitcoin, il sait que d'ici 2023-2024, on aura un nouveau bull run et qu'on arrivera au moins à l'ancien ATH qui est vers les 69 000. Est-ce qu'il est intéressant pour un investisseur à long terme de vendre un Bitcoin à 24 000 alors qu'il lui a coûté 22 000 $, alors que s'il sait qu'il attend 1 ou 2 années, eh bien il va prendre des profits mais tellement plus juteux.
Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser. La réponse, en réalité, c'est pas à moi de vous la donner, c'est au marché et c'est aux décisions de ces investisseurs de nous indiquer du coup comment est-ce qu'ils se positionnent, mais c'est un comportement qu'on étudie aujourd'hui et qu'on va continuer à étudier au fur et à mesure des prochaines analyses. Alors, ce qui est intéressant ici, du coup, c'est qu'on n'arrive toujours pas à se hisser au-dessus du LTH SOPR de manière durable. Bon, je vais quand même zoomer pour vous montrer que, voilà, actuellement, là, au moment où j'enregistre l'émission, on est un tout petit peu au-dessus de 1. C'est normal, hein. Il y a certains investisseurs à long terme qui sont en profit maintenant parce qu'on est repassé au niveau des 22 000 $ au-dessus. Et du coup, bon, bah, ils ont un petit peu la tête hors de l'eau. Tant mieux, et il y en a qui réalisent de légers profits, je vous l'accorde, et puis on voit qu'il y a des plus bas de plus en plus haut d'une certaine manière, et qu'on est vraiment en train d'être juste en dessous de 1, qu'on est en train de se préparer du moins à tester par le haut cette zone, mais on n'y est pas encore. Et pour signaler le retour d'un biais aussi à long terme sur le marché, il faut absolument que le LTH SOPR se hisse durablement au-dessus de 1, et idéalement qu'il le teste en tant que support. Un peu comme ce qu'on avait vu ici avec le prix réalisé d'investisseurs à court terme, il faut qu'on passe au-dessus. Et une fois qu'on est passé au-dessus, il faut encore une fois le tester à la baisse pour confirmer qu'il agit bien en tant que support. Eh bien, c'est à peu près la même dynamique que j'attends d'observer d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, sur le LTH SOPR. Et croyez-moi que dès que ce sera le cas, et qu'on aura d'abord un franchissement clair, et qu'ensuite on aura un retest, eh bien, vous en serez informé, je couvrirai la chose et on fera une analyse on chain dédiée à ce genre de dynamique. Donc pour le moment, on peut voir que c'est pas tout à fait le cas, que même si on est très très proche du point de pivot, on l'a pas encore franchi, et que c'est encore une dynamique qui peut prendre du temps. Les investisseurs à long terme sont des preneurs de décisions relativement réfléchis, ils prennent du temps pour prendre leurs décisions et pour réaliser des profits ou non. Du coup, c'est pas une dynamique qui est aussi vive et volatile que ce qu'on peut voir avec des investisseurs à court terme. Donc il va falloir de la patience pour observer cette dynamique, mais une fois qu'elle sera réellement installée, alors là, maintenant qu'on a un biais aussi à court terme, là, si on a un LTH SOPR qui commence à devenir positif et qui monte et qui en plus reteste la zone haute en tant que support, là on a clairement un biais haussier à long terme qui s'installe sur le marché, et à partir de ce moment-là, parler de bull run, c'est plus de la magie noire, vraiment pas. Donc une fois qu'on a observé le fait que ces investisseurs, du coup, ils avaient pris des pertes au niveau des 20 000, une fois qu'on a observé qu'ils ont encore du mal actuellement à se hisser au-dessus de leur ratio de rentabilité neutre et qu'ils sont encore en train de perdre des pertes, on peut confirmer tout ça avec un dernier graphique. C'est le graphique des bandes d'âge des volumes dépensés. En gros, il mesure la part relative en pourcentage du volume de dépenses d'une certaine tranche d'ancienneté par rapport au volume total. Donc si on prend le volume total de Bitcoin déplacé sur une journée, ensuite on sépare tous ces Bitcoins en différentes tranches d'âge qui peuvent aller de 1 heure à 1 heure et 24 heures, et ensuite ça peut aller de 1 mois, 3 mois, 3 mois, 6 mois, 6 mois, 12 mois, 12 mois, 2 ans, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris la musique. Et du coup, ce qui nous intéresse ici, c'est que si on sépare les bandes d'âge qui sont les plus anciennes, qui sont âgées de plus de 6 mois, on est capable d'avoir une trace de ce qui se passe en fait au niveau des investisseurs à long terme. Malheureusement, je ne suis pas capable de sélectionner seulement ces traces sur ce tableau, du coup, je vous l'ai préparé juste ici. Voilà, là j'ai vraiment sélectionné que les bandes d'âge qui sont entre 6 mois et 10 ans, donc vraiment les bandes d'âge qui sont anciennes de plus de 6 mois, qui sont associés aux investisseurs à long terme et à leur comportement à la fois de forte conviction mais aussi de prise de perte durant les moments les plus sanglants des marchés baissiers et durant les transitions entre les marchés baissiers et les marchés haussiers. Ce qu'on peut voir notamment, c'est assez clair et net à mes yeux, c'est on voit ici une hausse des dépenses qui sont anciennes. Et bah, c'est clairement une prise de perte au niveau de ces deux capitulations qu'on a connues en mai, en juin. Ensuite, on voit encore une fois une hausse, puis une stabilisation, puis une baisse des dépenses qui sont âgées de plus de 6 mois. On les voit augmenter juste après que le Bitcoin ait touché les 16 000, du coup, prise de perte conséquente de la part des investisseurs à long terme. Ensuite, ça se calme un petit peu, alors qu'on est en train de remonter au-dessus des 22 000 $, ces dépenses diminuent, ce qui nous montre bien qu'ils n'ont pas envie de prendre des profits tout de suite, même s'ils sont juste sortis la tête de l'eau. Et là, une fois qu'on est repassé sous les 22 000 $, et bah, on a à nouveau quelques pics qui nous montrent qu'il y a eu de la prise, qu'il y a eu des dépenses de la part des investisseurs à long terme. Sur ce graphique, on ne peut pas savoir si c'est de la prise de perte ou pas. C'est pour ça qu'il est intéressant de le corroborer avec les graphiques précédents pour observer que oui, on a des bitcoins anciens qui sont déplacés sur la chaîne, qui sont déplacés. Et ensuite, si on est capable d'observer du coup ce qu'on a vu précédemment, eh bien que sur les flux des LTH vers les exchanges, il y a beaucoup de bitcoins qui sont déplacés à profit, et on a nos preuves. Littéralement, c'est quasiment être un détective on-chain. On voit qu'il y a des bitcoins anciens, on voit qu'il y en a certains en plus qui sont envoyés vers les exchanges à perte. Ça traduit un désir de prise de perte.
clairement. Donc ce qui nous intéresse sur ce graphique, c'est que le comportement des vendeurs, il est confirmé par des volumes d'anciens BTC qui sont dépensés de manière croissante depuis la fin du mois de février. Et du coup, ces dépenses, elles ont eu un pic d'ancienneté le 7 mars. Je vais retourner sur le graphique précédent ici. Elles ont un pic d'ancienneté à peu près au niveau du 7 mars, où notamment les bitcoins qui ont été accumulés entre les 6 mois et la dernière année, donc qui sont âgés de 6 à 12 mois, eh bien, ils représentent quasiment 9,5%, et que le total du coup des bitcoins déplacés qui sont âgés de plus de 6 mois, ils représentent un peu plus de 10% du volume total. C'est relativement conséquent. Voilà qui nous donne un aperçu de qui a été impacté par la récente baisse du prix du bitcoin. Pour résumer, nous pouvons observer plusieurs choses. Premièrement, le récent retour du Bitcoin vers les 20 000, il a offert aux participants un test de conviction significatif grâce au prix réalisé des investisseurs à court terme. C'était très intéressant d'observer ça. Du côté des détenteurs à long terme, on voit qu'il y a une prise de perte conséquente à mesure que le Bitcoin glissait sur leur coût de base en dessous des 22 000 $. Et l'échec à passer au-dessus de 1 au niveau du LTH et SOPR indique bien qu'on a encore une difficulté de la part de ces investisseurs à long terme à transiter vers un régime de prise de profit, à transiter vers un régime qui lui favorise un biais haussier sur le long terme. Nous n'y sommes pas encore. Et enfin, le rebond du prix vers le rebond du prix spot sur le prix réalisé à court terme, la courbe rouge que nous avons vue précédemment, confirme bien que nous avons un biais haussier, qu'il est le plus probable en termes statistiques actuellement, mais qu'il est aussi très attendu par la plupart des participants du marché. Voilà qui fait le tour pour l'analyse on-chain de cette semaine. Si vous voulez aller consulter l'article sur Cryptost, il a été publié, il est bien disponible. Je vous ai aussi fait un petit thread récapitulatif sur Twitter. Et maintenant que nous avons observé ce qu'il se passait au niveau des investisseurs à long terme quant à la récente baisse du prix et à quel point du coup ça les a impactés, eh bien on va aller observer ce qui s'est passé un petit peu plus récemment. On va aller observer ce qui s'est passé avec l'action de prix des 14-15 mars et avec cette fulgurante hausse jusqu'aux 26 000 $, et ensuite une baisse jusqu'aux 24 000. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. D'abord, on va juste regarder le prix, on voit bien, du coup, ici, on a tous les éléments de compréhension maintenant, pour savoir que, voilà, on baisse, on est au niveau des 22 000, hop là, on chute sous les 22 000, les LTH prennent de la perte. Ensuite, on arrive au niveau des 20 000, on touche le prix réalisé des investisseurs à court terme, on a un rebond technique superbe, et ensuite on repasse au-dessus des 22 000, et on va même repasser au-dessus des 24 000, et on va même aller chercher les 26 000 $, 25 900 $. Ce qui nous intéresse ici, ce graphique, c'est le taux de financement des contrats perpétuels sur Bitcoin. Et ce qu'on voit, c'est que sur Deribit, sur BitMEX et sur Kraken, donc les courbes rouge, orange et jaune, eh bien, on a un taux de financement qui est négatif et qui est particulièrement prononcé. Ça veut dire quoi un taux de financement négatif? Ça veut dire qu'il y a des entités, des spéculateurs qui sont en train de prendre des positions short. Et ces spéculateurs ont pris des positions short, notamment quand le prix est passé juste au-dessus des 22 000 $. En gros, traduction simple, il y a des shorteurs qui ont voulu vendre à découvert, qui ont voulu shorter la hausse du prix, le rebond technique et le rebond même on-chain qu'on a connu depuis les 20 000 $. Donc on remonte ici, beaucoup de shorters se manifestent. Le problème étant qu'en fait, eh bien, il y a eu une continuation de tendance haussière et que du coup, le biais haussier étant favorisé, si vous êtes un shorter, eh bien, vous allez probablement vous faire liquider. Parce que vous allez être obligé de couvrir votre position et de racheter des bitcoins, ce qui va en fait amener une pression d'achat sur le prix et du coup ça va créer une cascade de liquidation. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ça a propulsé, avec une demande on-chain relativement conséquente, ça a propulsé le prix vers les 24 000 et une fois ensuite qu'on est allé vers les 24 000, on a eu un joli pic vers les 26 000. On a essayé, je dis bien essayé, de s'affranchir de la résistance des 24 000. C'était un test qui, ma foi, était très intéressant, mais qui était de courte durée. Donc ici, ce graphique nous montre bien qu'il y a eu un désir de short de la tendance haussière qui a été initiée après les 20 000 $ et que c'était un échec cuisant qui a du coup eu l'effet inverse de faire monter encore plus fort le prix. Et ça peut se voir par le total des liquidations qu'il y a eu on-chain. Donc on voit bien que
Alors que le prix a baissé vers les 20 000 $, on a eu beaucoup de liquidations longues, donc des liquidations haussières, donc des gens qui pariaient à la hausse qui se sont fait liquider parce que le prix a baissé, évidemment, ce qui a du coup pu induire une pression de vente sur le marché, bien qu'elle soit minime à mes yeux. Et ensuite, ce qu'on est capable d'observer durant toute la montée du prix, ici c'est une jolie divergence d'ailleurs, on voit que le prix monte, et pendant que le prix monte, et les liquidations short, elles augmentent aussi de leur côté. Ça nous montre bien du coup qu'à la fois le marché du Bitcoin a liquidé énormément de spéculateurs qui étaient short, mais aussi que ces liquidations ont eu un effet en fait d'une boucle de rétroaction en cascade, et que du coup elles ont aussi favorisé la hausse, littéralement. Donc c'était bien, c'était courageux de la part de certains d'essayer de shorter à ces niveaux de prix-là. Hein. Clairement, c'était une prise de risque qui devait être prise, si c'était le cas. Mais clairement, c'était pas le move à faire actuellement sur le marché. Et on voit bien du coup que cette hausse vers les 24 puis vers les 26, elle a été alimentée par des liquidations. Hein, parce que le pic de liquidation, il se trouve ici, alors qu'on est juste en dessous des 26 000 $, on a quasiment 100 000 $, pardon, 100 millions, excusez-moi, c'est encore mieux, 100 millions de liquidations par heure. Parce que là, c'est un graphique horaire, donc on a 100 millions de liquidations short par heure. C'est quand même conséquent, très très conséquent, et c'est assez intéressant à regarder. Une fois qu'on sait, du coup, que cette hausse, elle a été aussi alimentée, du coup, par une cascade de liquidation longue, on peut observer quelque chose qui me porte à croire, qui me porte du moins à avoir un avis sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus loin et pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas stabilisé vers les 26 000, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment franchi durablement la résistance des 24 000 $. C'est un graphique qui est très très simple, ce que je suis en train de vous présenter, mais en final, il a énormément d'intérêt et énormément d'informations. Alors ce graphique, c'est le pourcentage d'offres des investisseurs à court terme en profit. Donc c'est le pourcentage, si on prend l'offre totale qui est âgée de moins de 155 jours, on est capable ensuite d'enlever de cette offre la partie qui est en profit. Et une fois qu'on est capable d'avoir cette partie en profit, on fait un pourcentage. Du coup, on prend le pourcentage de l'offre de Bitcoin âgée de moins de 155 jours, qui est associé aux investisseurs à court terme, et on fait un petit pourcentage tout simple, et on se rend compte en fait que, du coup, plus le prix monte, plus le pourcentage augmente. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand ce pourcentage d'offres des investisseurs à court terme en profit dépasse 95, ici, le petit schéma vert, nous sommes dans un moment de profit extrême à court terme. Et souvent, le profit extrême à court terme, ça peut amener à une prise de profit. Qui dit prise de profit, dit forcément pression de vente. Qui dit pression de vente, dit, alors que nous sommes en tendance haussière, eh bien une demande suffisante pour pouvoir continuer à avancer. Et ce que je pense, c'est que la prise de profit actuelle des investisseurs à court terme que nous avons pu voir ici, eh bien, n'a pas permis au marché en fait d'aller plus loin parce que il n'y avait pas assez de demande à ce moment-là. Nous aurons l'occasion de l'observer durant les prochaines semaines, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit bien ici, en juillet-août 2020, qu'avec une grande hausse du prix, on était au-dessus de 95, qu'on était au niveau quasiment de 98 à 99% d'offres des STH en profit. Et ça a auguré une prise de profit qui a ensuite fait baisser le prix. Ça n'a pas été le cas pendant le marché haussier de 2020 et 2021 pour la simple raison qu'il y avait suffisamment de demandes des nouveaux entrants pour permettre au prix en fait de continuer, parce qu'on voit bien du coup, une fois qu'on était au niveau des sommets, eh bien, on a eu une prise de profit en vert et après une perte. Une prise de profit en vert et après une perte. Une prise de profit en vert et après une chute, une prise de profit en vert et encore une chute. C'est exactement ce qui s'est passé au niveau des deux pics de novembre aussi. Hein. On arrive au niveau du pic, on a du coup un contexte de profit extrême à court terme. Hop là, prise de profit en descend. Hop là, prise de profit en descend. Et même plus récemment, c'est ce qu'on a pu observer du coup aussi au niveau. On l'avait déjà couvert d'ailleurs durant les analyses précédentes en disant que les investisseurs à court terme avaient pris des profits. Et là, du coup, on en a une fois de plus la preuve. Voilà, on arrive au niveau des 22 000 $ en janvier 2023, et pendant cette période, nous sommes en contexte de profit extrême sur le court terme, et bien c'est une prise de profit et le prix chute. Ensuite, on revient vers les 24 000, 24 500, 25 000, ça dépend comme vous voulez, et bien on est encore en contexte de profit extrême avec un pourcentage qui est à 98 voire 99%, et bien prise de profit et on redescend. Et actuellement, depuis qu'on est revenu au niveau des 24 000, eh bien, on est à quasiment 96% de l'offre des investisseurs à court terme qui est en profit. Et qu'est-ce que ça augure ? Ça augure une prise de profit. Et donc, ça augure une pression de vente. Et cette pression de vente, si elle n'est pas
contrecarré par une demande suffisante au niveau du marché spot, eh bien, ça augure une baisse du prix. Et cette baisse du prix, elle a été traduite par la rechute des 26 000 vers les 24 000 $. On peut aussi l'observer par le STH SOPR. Donc là, on a vu le LTH SOPR juste avant, du coup, pour les bitcoins qui étaient âgés de plus de 155 jours. Donc là, on est sur le STH SOPR, le ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme, donc qui mesure le ratio de rentabilité des pièces qui sont âgées de moins de 155 jours. Et on voit bien qu'une fois qu'on a franchi la zone neutre, on avait une jolie divergence. Premièrement, je vais partir de là. Hein. On avait une jolie divergence ici où on avait de moins en moins de profits qui étaient pris par les investisseurs à court terme jusqu'à ce qu'il y ait une prise de perte au niveau des 20 000 $. Ensuite, on repasse le point de pivot par le haut. Au niveau, à ce moment-là, on était vers les 21 000 $. Et ensuite, on a, durant toute la hausse, prise de profit, petite rechute, prise de profit et prise de profit extrême. Ici, on a quasiment eu du 6% de profit réalisé par heure à ce moment-là, quand on était au niveau de 26 000 $. Et depuis qu'on a eu cette prise de profit au niveau des 24-26 000, eh bien, le prix a baissé. Donc, on a clairement une prise de profit à court terme de la part de ces investisseurs, qui sont des investisseurs qui profitent des mouvements très fluctuants et de la volatilité du marché pour soit prendre des grands profits, soit prendre des grandes pertes. Actuellement, nous sommes dans une prise de profit. Donc clairement, il y a eu une prise de profit des investisseurs, ça a induit une pression de vente, et ça n'a pas permis au prix de se maintenir au niveau des 26 000 $, ça l'a fait retomber vers les 24 000, et du coup, on doit refaire tout le boulot pour franchir cette résistance. C'est très très intéressant à regarder, je trouve, c'est vraiment limpide et c'est clair à quel point le comportement des investisseurs sur la chaîne de Bitcoin nous en dit long en fait sur l'action de prix, et même plus en fait, parce que du coup ce qui se passe c'est qu'on observe les décisions a priori des investisseurs, et du coup ça nous donne une explication de pourquoi est-ce que le prix a fait ça. C'est vraiment fabuleux. Dernier graphique que je vais vous proposer, c'est l'URPD qu'on avait déjà couvert dans plusieurs analyses. Donc en gros, c'est une forme de volume profile du domaine des crypto-monnaies, adapté du coup à la technologie blockchain. On observe les prix réalisés, distribués par différentes tranches de prix. Du coup, on voit à quel point il y a eu des achats. Et on voit ici par exemple qu'il y a énormément de détention. Il y a quasiment 1,3 million de Bitcoin qui ont été acquis au niveau des 16 400 $, donc c'est quasiment 7% de l'offre, c'est juste monstrueux. Ça, c'est vraiment une résistance énorme. Et ce qu'on voit actuellement, et ce qu'on avait déjà vu dans l'analyse d'il y a un mois, avec le fait qu'on observait du coup la résistance des 24 000 $, bah, c'est que on a encore du mal à s'affranchir de la résistance des 24 000 $. Et clairement, en fait, le prix il fait le yo-yo en ce moment entre les 20 000 et les 24 000 $. Du coup, on est à peu près dans cette zone-là. On fait yop, 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 et on y va, on se balade et tout. Et en fait, on essaie tranquillement pas vite de se ramener vers les 26 000. Et d'ailleurs, on voit que là, vers les 26 000, il y a actuellement 143 000 bitcoins qui ont été acquis, et ils ont été acquis très récemment. Pourquoi? Parce qu'ils ont été acquis hier. Donc en gros, il y a à peu près 143 000 bitcoins dans l'ensemble qui ont été acquis au niveau des 26 000 $. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté au niveau des 26 000 $. Voilà, clairement. Et par contre, bah, le prix est redescendu. Du coup, en fait, bah, on a ce pourcentage de l'offre là maintenant qui est en perte. Du coup, il peut induire une potentielle pression de vente sur le marché. Donc, ce qui m'intéresse en fait ici, c'est surtout qu'on n'arrive pas encore à s'affranchir vraiment des 24 000 $, mais que, comme on avait vu lors de l'analyse en question d'il y a un mois, et bah, dès qu'on a s'affranchi les 24 000 $, bah, direct en fait on pousse vers les 26 27 000. Et c'était exactement les chiffres que j'avais donnés lors de l'analyse précédente, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement. Hein. On s'affranchit des 24 000 $ et boum, on pousse vers les 26 000, pas 27 000 pour le moment. Après, dans tous les cas, ce sont des tranches relativement approximatives, mais on voit bien en tout cas qu'il y a un espèce de petit gap de volume entre les 24 et les 27-28 000 $, d'ailleurs qui existe aussi entre les 15 et les 11 000 $ environ, et que du coup, quand on franchit ces gaps-là, il y a de grandes chances que poum, il y ait un appel d'air et qu'on aille directement chercher la tranche de volume la plus élevée. Et d'ailleurs, je finirai sur ce point, l'enjeu de toute la transition du marché baissier vers le marché haussier, ça va être de prendre le prix et de le déplacer au fur et à mesure dans les volumes qui sont encore détenus à perte, qui eux présentent des résistances relativement importantes. Et donc tout l'enjeu va être en fait de faire voyager le prix dans ces zones, de monter, de redescendre, de les tester en tant que support, de remonter ensuite, de les retester en tant que support, et voilà, donc on peut faire du 24, 30 000, 30 000, 25 000, 25 000, 40 000, 40 000, 30 000, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'ATH, du coup, au niveau des 67 000 $, où actuellement, à peu près, seulement 8 000 bitcoins sont encore détenus, ce qui représente 0,04% de l'offre. Pour résumer rapidement ces petits graphiques bonus qui me fait plaisir de vous offrir, donc on a eu une tentative de short au niveau des 22 000 $ qui s'est clairement clôturée par un échec avec des cascades de liquidation longues qui ont alimenté la hausse du prix jusqu'aux 26 000.
On peut aussi voir que du coup, une fois qu'on est arrivé aux 26 000, on a eu un profit extrême de la part des investisseurs à court terme qui, eux, ont induit une pression de vente considérable. On le voit ici, ils ont pu prendre des profits au niveau des 26 000 et une fois que c'était fait, il n'y avait plus suffisamment de demandes pour que le prix se maintienne et on est redescendu au niveau des fameux 24 000 $, la résistance des 24 000 $, 25 000 $ qui se présente un peu comme le pivot entre range de transition bear bull et transition bear bull affirmée. Une fois qu'on est au-dessus durablement des 24-25 000 $, on pourra dire qu'on a un biais haussier sur le court et même sur le moyen terme qui est quand même très très sain. Mais tant qu'on est en dessous des 24 000 $, et bah pour le moment on va ranger entre 24 et 20 000. Et si jamais on descend en dessous de 20 000, on va probablement chercher les 16 000. Je pense pas du tout que ce soit le scénario le plus probable à mes yeux, mais je ne garde pas de vue qu'il faut avoir une approche probabilistique, il ne faut pas avoir d'opinion, il faut avoir des analyses qui sont basées sur des faits, sur des données. Et c'est exactement ce que j'essaie de vous fournir dans ces analyses on-chain. C'est des faits et des données parce que la blockchain ne ment pas, parce qu'elle est publique. Voici pour l'analyse d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pourrez retrouver ce tableau de bord dans le lien en dessous de la description de la vidéo. Si vous voulez voir les précédentes analyses on-chain pour consulter ce qui a été dit précédemment et voir à quel point on a pu anticiper certains mouvements de marché, je vous invite à aller dans la rubrique analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos, à activer la petite cloche et à vous abonner. Et si vous voulez avoir encore plus d'informations et en apprendre plus sur l'analyse on-chain, je vous invite à nous rejoindre sur Cryptos Research où nous vous offrons deux formules, une newsletter bimensuelle ou un canal Discord où tous les analystes sont présents pour vous suivre. Et en plus, si vous êtes intéressé, en ce moment, je vous offre un petit code promo qui s'appelle Prof20 où vous pourrez avoir moins 20% sur votre premier mois d'abonnement. Voilà, j'espère que vous intéressera et que vous avez trouvé cette vidéo d'analyse on-chain pertinente, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre les tendances sous-jacentes du marché et la psychologie des investisseurs durant ces périodes de doute sur le marché du Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le Prof Chen. À bientôt.